Alors, la Namibie. Bonjour à tous, bonsoir. La Namibie, quelque chose d'exceptionnel et de fabuleux. Le voyage qui techniquement a été le plus réussi. Commençait à être bien huilé, on pourrait dire à notre apogée en termes d'expérience à travers le globe. Mais le pays s'y prête, bien qu'il soit très sauvage. Une fois et demie la France, très peu peuplé, peut-être 2 millions d'habitants. Il y a des propriétés grandes comme un département français, mais ça a été colonisé par les Allemands. Et ils ont laissé une trace, c'est-à-dire l'organisation. Donc tout roule, même si le pays est austère, difficile, avec des écarts de température de fou furieux, parce que nous sommes quand même en Afrique, bien que ce soit l'Afrique australe, mais elle est bordée par un courant froid, la Namibie, qui s'appelle le courant du Bengala. Et il y a un désert, donc il y a un choc thermique assez incroyable. Et vous pouvez avoir des variations de température de quasiment 40 degrés, quoi, dans les 24 heures. En été, c'est 48 degrés. Et puis, il peut geler la nuit. En hiver, nous avons, à l'époque où nous étions, c'était relativement aisé parce que c'était l'hiver chez eux. L'été chez nous, c'était le mois d'août. Donc les températures sont à certains endroits très froides et à d'autres endroits très supportables la journée. Quand je dis très froid, c'est quand le soleil se couche. Donc voilà, arrivé Windhoek et on est limité, comme beaucoup de personnes, par le temps. Et la gageure, c'était dans la même journée de faire 3 choses essentielles. Bon, 4 si on rajoute la découverte du logement. Mais il fallait passer au MET. C'était le ministère de l'économie et du tourisme. C'est un ministère regroupé. Il y avait même un troisième bureau. Je ne me rappelle plus ce que ça voulait dire. Enfin, le M, je crois que ça correspond pas à ministère, mais ça veut dire autre chose. Je suis pas très certain que même aujourd'hui ça existe encore. Ensuite, il fallait passer au Met pour pouvoir leur expliquer et avoir une autorisation, comme quoi nous voulions descendre la Fish River Canyon. Et il faut un certificat médical. Donc rendez-vous chez le docteur, on fait le certificat médical, on revient. Peut-être que, je pense, c'est toujours d'actualité ce système de certificat médical et cette autorisation. Après, il fallait louer le matériel, c'est-à-dire tente, le duvet on l'avait, mais les popotes, réchaud, etc. Et il fallait louer un véhicule. Tout ça le même jour. Il fallait pas qu'il y ait un retard d'avion, il fallait que la valise arrive. Tout ça s'est bien déroulé. Et nous avons tout bouclé et la location de voiture, le loueur nous apportait la voiture au petit hôtel guest house où nous étions. Et nous l'avons vu, la voiture, auparavant. Quand il est arrivé, ça, le détail qui fait que, bon, voilà, le pays, on a envie d'y aller. Le type a dit, je serai chez vous à 5 heures. Il n'est pas arrivé à 5 heures moins 1 ou 5 heures 1. Il est arrivé à 5 heures. Et dans le contrat d'assurance, il y avait marqué que le véhicule avait 8000, machin, etc. Je sais pas combien de kilomètres. Je lui ai dit, mais c'est vraiment exact, ça correspond vraiment au compteur. Il me dit, mais j'ai déjà calculé le nombre de kilomètres que j'allais faire pour venir à votre guest house et je l'ai déjà mis dans le compte en moi. Je pensais qu'il allait me dire, ouais, bon voilà, on avait regardé avant de partir, la voiture, elle avait, mettons, on va dire 8450 kilomètres. Bon, je dis, il va faire le contrat, 8450. Non, non, non. Le type avait rajouté les 4-5 kilomètres qu'il devait faire. Bon, voilà, ça donne déjà une entrée en matière très positive et très carrée des choses. Le véhicule est nickel, il note tout, donc on sent que bon, voilà, il faut pas faire une rayure. Voilà. Et puis on descend dans le sud. On descend dans le sud. Donc avec le véhicule, c'était bon, on va faire la publicité, mais bon, je dis pas le nom de la marque, mais c'était une Golf. Et on descend sur le désert le plus vieux du monde. C'était conçu à peu près il y a 55 millions d'années. Alors le désert de Namibie a la particularité d'avoir des dunes oranges. D'ailleurs, il y a une rivière en dessous qui s'appelle la rivière Orange. Et donc c'est des dunes fabuleuses. Vraiment, elles sont exceptionnelles. Et il y a un coin qui s'appelle Sosulué et le fameux spot à appareil photo. Il y a même, allez, on va dire, toutes les publicités du monde et vous avez dû l'avoir passé. C'est cette espèce de lac asséché blanc avec des arbres fossilisés mais qui sont encore debout. Et autour, les dunes oranges. Il y a des publicités, je crois qu'il y a des fournisseurs d'électricité qui ont fait ce type de truc. Et ça s'appelle Deadvie. Ah non, je prononce mal parce que bon, c'est un truc allemand. Et une fois fait des pérégrinations, bon, on avait bivouaqué, on s'était gelé toute la nuit. Enfin, voilà, bon, tout s'est bien passé et on remonte par des parcours, on va dire des pistes. Bon, on fait des boucles et on visite les environs
pour atterrir à la Fish River Canyon. Alors, cette Fish River Canyon, c'est le 3e canyon du monde. Il y a le Colorado et puis il y a un canyon en Chine. Alors, je ne sais pas quel est le premier, c'est le Colorado ou le canyon chinois. Bon, celui-là, en tout cas, la Fish River Canyon, c'est le 3e du monde. Pourquoi Fish River? Parce que le nom de la rivière, c'est la rivière Fish. Il a une profondeur de 550 mètres et une longueur de 160 km. La partie qui se fait à pied, plus intéressante, mesure 85 km et se fait selon entre 4 et 5 jours. Nous avions passé 4 nuits. Alors, à l'intérieur de ce canyon, bon, déjà, avant d'arriver, on donne une petite guérite avec un gardien, une petite maison, et on donne l'autorisation parce qu'il n'y a qu'un endroit pour descendre. C'est les parois abruptes, hein, donc on ne va pas se jeter. Donc il y a un sentier et au départ de ce sentier, il y a une guérite et on remet le papier, le document. Et lui note nos noms et nos numéros de passeport parce que à l'arrivée, à la sortie de ce canyon, si nous ne sommes pas là dans les 5 jours, ils enverront des secours. Parce que quand vous êtes largué dans le canyon, vous êtes en autonomie totale. Là, je me répète, alors toujours pareil, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais là, même si vous y allez avec un réseau social ou le dernier iPhone à la mode, ça passera pas. Hein. Il n'y aura pas de réseau. Il faut prévoir l'eau, la nourriture, les salles de couchage d'UV, et puis, important, une pharmacie d'urgence au cas où. Alors maintenant, nous n'étions que 2. On a eu l'autorisation. Mais maintenant, ils ont porté le nombre minimal à 3 personnes. Seuls, ils vous interdiront d'y aller. Parce que si s'il arrive un souci, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tandis que quand on est 2, déjà, il y en a un qui s'en va en cavalant, quoi. Essayer de faire le plus vite possible pour repartir. Bon, le plus ennuyeux, ça serait qu'il arrive quelque chose au milieu des 4 jours. Parce que bon, si ça arrive le premier jour, c'est plus facile de revenir. Et si c'est vers les derniers jours, c'est plus facile d'aller au secours. Voilà. Alors, important, détail important, qui n'est pas marqué dans les guides, mais prenez un miroir si vous faites ça. Prenez un miroir et prenez des caoutchoucs, une bande de caoutchouc, c'est pas très lourd, style même un truc de pneu éclaté. De toute façon, ça pourra servir un peu à mettre sous le matelas le therma reste là qui permet de pas avoir les pierres. Moi, ça fera un confort supplémentaire. Pour le brûler, au cas où il y ait vraiment, c'est comme, j'ai oublié de le dire ça pour le Sahara, si vous êtes en détresse, vous brûlez un pneu, quoi. Ça se voit des kilomètres. Voilà. Et quand ils vont voir le type de fumée, bon, surtout là, bon, le canyon, voilà, c'est quand même pas le Sahara, il y a des gens qui vont observer, quoi. Ils vont dire, ils vont voir un truc bizarre. Puis vous pouvez aussi le dire avant de partir. De toute façon, s'il y a un problème, on a un miroir et puis on le fera brûler. Et puis bon, après la personne, ça va chercher le secours. Là, il faut être prudent. C'est comme quand on part en montagne. Bon, il faut essayer d'avertir quelqu'un quand ça va en montagne, qu'on va à tel endroit et qu'on pense être revenu à telle date, tel jour, etc., etc. Voilà, il faut être organisé. Le rêve s'organise. Donc, on descend, et quand on arrive au fond des 550 mètres de la rivière, alors que c'est très poissonneux, bon, on n'a pas pêché, parce on ne sait pas trop combien de temps il fallait attendre. Et puis, il y a une faune très abondante. Alors, il y a des chevaux sauvages. Alors, c'est sûrement des chevaux qui sont adaptés, laissés par les Allemands. Il y a des zèbres des montagnes. Il y a des léopards. Alors ça, il y a une nuit, ça a été chaud. Il y a des Steenbocks. Alors, Steenbocks, ça ressemble à des petites gazelles qui sont complètement parano parce que tout le monde veut les bouffer. Il y a aussi des autruches sauvages, des tisserands. Là, c'est des espèces de, je sais pas si tisserands ou tisserands, c'est des espèces d'oiseaux qui font des gros nids et ils vivent par milliers dedans sur les arbres. Mais c'est énorme, hein, c'est la taille d'une petite maison. Hein. Et il y a des aigles, il y a des serpents, moins sympa, le cobra du Cap, voilà. Donc on n'a pas trop envie de le croiser. Et puis beaucoup d'autres oiseaux, beaucoup de rongeurs, enfin voilà, la faune est abondante parce que elle est tranquille. Il y a une chaîne alimentaire, un microcosme de chaîne alimentaire puisqu'il y a de l'eau. Voilà, les oiseaux vont essayer d'attraper des poissons, les rongeurs, comme il y a de l'eau, il y a des petits trucs, des graines, et puis il y a des insectes. Qui dit rongeur dit mammifères plus gros pour les attraper, etc. Puis bon, les herbivores, et herbivores forcément fauves. Donc
On s'en va et puis ça fait 1 heure que l'on marche en bas et le collègue me dit, commence à me dire, oui, alors le 4e jour, il faudra pas oublier le raccourci, oui, parce que si on loupait, il y avait un raccourci, si on le loupait, ça nous remettait un jour supplémentaire. Alors, et je me suis dit, on sent bien la motivation, si déjà au bout d'une heure on parle du 4e jour, voilà. Et le sac à dos est surchargé parce que il y a la nourriture dedans. Alors une chose qui est excellente et qui nous sauve, parce que alors ça prend pas de poids, c'est énergétique, c'est le bifton. C'est de la viande séchée de bœuf, c'est très très bon. Alors dans les supermarchés, il y avait des haricots à la tomate, donc ça se marie bien ensemble. Puis ça peut se manger, les haricots secs peuvent se manger froids ou refaire chauffer. Après l'inconvénient forcément, ce sont les flatulences, mais ça fait avancer plus vite. Et puis ah oui, aussi important dans la pharmacie, ne pas oublier les cachets pour mettre dans l'eau. Parce que selon où vous allez être, s'il n'y a pas trop d'eau, elle va plus ou moins stagner. Bon, on ne sait pas. Et puis, si, imaginons qu'il y a un herbivore qui fait ses besoins, voilà, ça peut être délicat. Donc, cacher, ou alors gourde filtrante. Il y a une marque suisse qui est très efficace. Mais bon, c'est plus long. Pour revenir sur la faune, oui, c'est compliqué, c'est assez agaçant. C'est des oiseaux d'une taille un peu importante les oiseaux sont voleurs. Hein. Donc, faire gaffe à où on met sa nourriture parce que si vous laissez votre plat et puis que vous dites tiens, je vais chercher la bouteille d'eau, enfin, je vais chercher un peu d'eau ou n'importe quoi, là, il va venir, le morceau de pain, il va l'amener. Hein. Voilà, donc méfiance avec ça, couvrir les trucs. Et puis bon, il est vif, hein, il sait qu'il va se faire choper. Voilà, c'est un métier chez lui, hein, donc il dort pas. Hein. Voilà. Et puis donc on continue, et puis le deuxième soir, on arrive à un endroit quasiment fortifié, un bivouac là, avec plein de trucs et des gens qui sentent bon, parce que c'était très tardif. Parce que nous on se lève aux aurores, hein, on se prépare, il fait nuit et on part le soleil se lève. Parce que on n'aime pas marcher avec la chaleur, bien qu'on soit en hiver austral. Mais là-dedans, avec la réverbération, voilà, on boit beaucoup, voilà, il fait quand même 28 quoi, en milieu de journée. Donc 28 quand vous marchez avec le sac à dos, ça commence à être chaud. Surtout quand le soleil, bon voilà, à midi, donc on essaye de partir le plus tôt possible. Et donc on rencontre ces gens, on s'est dit, parce qu'eux ils partaient vraiment tard, parce qu'on arrivait, c'était quand même déjà, l'après-midi était entamé, voilà, bon. Ils ont dit faites attention, on n'a pas dormi de la nuit, il y a une panthère, enfin un fauve, qu'est-ce que c'était là, comme fauve, un léopard, voilà. Un léopard, bon, c'est compliqué de les voir, hein, parce que le léopard c'est très craintif. Autant vous pouvez voir des lions dans les... Là il n'y en a pas de lions, mais dans les parcs, mais alors léopard, c'est très difficile. Hein. Les animaux, bon, ils aiment bien vivre dans les arbres, donc voilà, puis ils vont attendre un moment hein, dans les arbres. Hein. C'est leur spécialité pour choper les herbivores. Ils attendent longtemps, ils sont patients. Vraiment, le mode opératoire est très bien paramétré. Donc voilà, ils nous disent ça, ils nous mettent un peu la pression. Donc on a fait beaucoup de feu, nous, le soir. Et alors des fois, le feu, ça les attire parce qu'ils se disent, ouais, tiens, il y a des humains, il va y avoir quelque chose à manger. Alors on savait, ce sera un autre podcast, parce que l'année d'avant, on était allé dans l'Okawongo, la tente est une protection très efficace. Pas parce que c'est solide, mais parce qu'il respire le fauve avant, il regarde si c'est comestible. Alors l'odeur du nylon, ça m'enthousiasme pas et il va passer son chemin. Donc on n'a pas eu de... Ouais, il y avait des bruits, pas comme dans les autres au Botswana ou trucs comme ça, mais voilà, c'est passé, c'était bien. Le lendemain, on redépart, le sac commence à s'alléger et paysage très sympathique, très photogénique, beaucoup de petits trucs avec des endroits ombragés qui sont très agréables quoi, au bord de l'eau. Puis bon voilà, c'est vraiment l'état naturel complet. Là, vous êtes vraiment sorti du monde. C'est vraiment une parenthèse magnifique. 4e nuit dans la joie parce qu'on sait qu'on va en finir. Parce que bon, c'est quand même éprouvant. Hein. Les heures de marche sont très longues. Je crois qu'il y a une étape. C'est pas techniquement, c'est pas compliqué, mais c'est éprouvant. Un endroit, voilà, c'est un peu long. Puis bon, c'est le poids du sac hein, qui fait que bon, après, le dernier jour, après, on est content. Et puis, sur l'arrivée, c'est une espèce de camp aménagé. Il y a des sanitaires, et puis des gens arrivent en voiture, mais eux, alors, ils ont le droit d'aller faire juste quelques pas et observer. C'est comme en
en haut, au départ, les gens qui n'ont pas les autorisations, ils ne peuvent que prendre des photos, ils n'ont pas le droit de descendre dans le canyon, sinon ils prennent une amende assez salée, quoi. Je me rappelle plus combien c'était, 300 et quelques de la monnaie locale. Et là, c'est pareil, quoi. Donc, ils ont le droit un peu de faire juste, d'aller jusqu'à la première butte, observer une partie du canyon, et voilà. Mais vous passez pour un héros, quoi, parce que vous avez la tronche d'avoir passé 4 jours sorti du monde, et voilà, vous êtes marqué, et ça se voit, et voilà, on peut pas dire, je viens de faire les magasins, quoi. Et donc, voilà, les gens vous regardent sont là, posent des questions, etc., etc. Parce que, oui, pour faire ce genre de truc, il faut quand même un peu s'entraîner. On peut pas dire en regardant la télé, tiens, je vais faire ça. Non, il faut tout est un processus. Alors, on ne s'entraîne pas spécifiquement pour ça, hein. L'idéal, c'est de se maintenir en forme tout au long de l'année. Et quand il arrive un objectif de pensée ou une envie comme celle-là, ça ne prend pas des plombes et ça ne demande pas un effort stupéfiant pour voilà, vous continuez votre routine et c'est le plus simple parce que se mettre vraiment spécifiquement sur un truc en forme et ne rien faire pendant des années, ouais, c'est bon. C'est un concept que je connais pas, donc je peux pas dire si c'est faisable. Il vaut mieux s'entretenir tout le temps. Donc sortie et puis retour sur Windhoek. Et là, comme le premier jour, il y a quelque chose qui est fabuleux. Ça s'appelle le T-bone. Dans les restaurants, c'est un gros steak avec un os au milieu. C'est servi avec des pommes de terre sautées. C'est exceptionnellement bon. C'est- c'est, la viande est d'une saveur incomparable. Voilà. Et donc, on avait mangé ça le premier jour. Donc, on rêvait tout au long des 4 jours, parce que quand on est en randonnée, on essaye de s'alléger pour la nourriture. Donc, on a faim en permanence. Et puis, c'était notre carotte. Donc, on se régale avec le T-bone et puis on repart. Le lendemain, on va louer quand on a rendu la voiture, on loue un tout-terrain. Parce qu'on doit repartir vers le nord et on a beaucoup de kilomètres avant d'arriver à la fameuse réserve du nord qui est plus le nom de cette réserve, ça me reviendra. Mais voilà. Donc on s'active. Donc les routes sont en 3 sortes de routes. Il y a la piste cassée, la piste normale, bien entretenue, qui est comme une route avant de goudronner, et puis après la route goudron. Donc c'est bien balisé, c'est bien, il y a des petits tas de gravier, des bordures sur les côtés, tout ça. Et là, on vole on se relaie toutes les heures, enfin même pas, parce que là j'avais conduit une grande partie du chemin, le collègue faisait la sieste. Ouais, c'est ça, il se réveillait une fois toutes les heures, il me dit, ah, Pierre, on est là. On était à 160 quoi, hein, sur du gravillon. Là. Et le 4x4, c'était pas un 4x4, c'était un tout-terrain, 2 roues motrices, mais c'est suffisant, hein, c'est pas la peine de prendre le modèle, voilà, les routes sont sèches, il n'y a pas de boue, voilà. C'est pas la saison des pluies. Et il fallait se dépêcher parce que bon, comme j'ai dit, c'est des Allemands, donc ça a ses avantages, ses inconvénients. Le soir, quand vous arrivez dans la réserve, en fait, c'est un enclos qui protège l'humain. Les animaux sont à l'extérieur. Et à 6 heures du soir, il ferme. Et pas à 6h01, à 6 heures, il ferme. Donc il faut arriver avant, sinon vous dormez dehors, avec les lions. Et donc on arrive à 6h moins le quart. Et on va, alors, à l'intérieur c'est bien fait, hein, il y a des petits trucs, espèce de poste, petite banque, puis acheter votre autorisation pour dormir, tout ça. Et donc on arrive à tout faire. Et puis il y a des gens qui sont arrivés, mais qui sont rentrés quand les grilles fermaient et qui sont allés à ce bureau là. On leur a tiré le rideau sur les mains. Voilà. Le type, voilà, il veut rien savoir. Par contre, le lendemain, il sera à l'heure. Hein. Ça, voilà, pas de souci. Et le soir, il y a un endroit, un point de vue pour aller voir les animaux qui s'abreuvent au point d'eau. C'est assez aménagé, donc ça reste dans l'obscurité pour pas que les animaux soient effrayés. Et puis il y a un petit peu un projecteur sur la mare d'eau. Et là, il faut attendre que les animaux viennent. Alors, on avait déjà vu ça à côté, au Botswana et ça s'appelle le Zimbabwe. Mais bon, je vais dire un truc, on ne dit pas dans les guides, parce que les guides, il faut qu'ils vendent qu'ils vendent leur truc, donc ils vous encensent. En fait, c'était nul, il n'y avait rien. Il y avait un canard qui batifolait, donc voilà, vous faites, allez, on va dire 10 000 km pour voir un canard qui batifole dans l'eau, hein, voilà, c'est 0 de chez 0. Donc 3 sur ce type de truc, alors, si vous y allez exprès pour voir les animaux, voilà, c'est étoffant.
parc s'appelait le parc des Tochards. Voilà. Donc 0. Ça va pas plaire, ça va énerver les gens. 0, je le redis. Il y a plein de choses à voir, mais là, n'y allez pas, vous allez gagner du temps. Si vous voulez voir des animaux, allez dans un autre pays. Allez en Tanzanie ou un truc comme ça. Là, vous perdez votre temps. Donc on s'en va le lendemain. Et puis, on va sur le nord, tout à fait à la limite avec l'Angola, et qui est séparée par une rivière qui s'appelle la Kuneni. Donc, l'Angola, dans les années 70, avait défrayé la chronique parce qu'alors, ils étaient en guerre entre eux, là, ça s'appelait le territoire du sud-ouest africain, donc ça s'appelait la Namibie. Et il y avait des trucs qui s'appelaient les MPLA, c'était un mouvement politique, alors ça n'arrêtait pas, ils se foutaient sur la gueule, c'est une guerre très dure. Donc là, maintenant, la situation est bien apaisée, puis ça fait déjà plusieurs décennies que c'est tranquille. Les conflits sont peut-être un peu plus proches maintenant. Et cette rivière a la particularité, cette zone a la particularité d'abriter une ethnie fabuleuse qui s'appelle les Imba. H-I-M-B-A-S. Ils vivent comme au début de l'humanité. Alors, on en voit quelques-uns. Au départ, la ville qui est, avant d'arriver à leur zone, c'est importante. On en voit quelques-uns et c'est quand même, les voir à la télé, c'est une chose, mais les voir en vrai, c'est un choc. Et puis après, quand on arrive sur leur habitat, on peut pas le transcrire par des paroles. Voilà, c'est des choses la sensation que l'on a face à ces gens, c'est une grande sensation d'humilité parce qu'ils vivent vraiment loin de tout et avec les moyens du bord. Et à cette époque-là, ils allaient être quasiment exterminés parce que leur pâturage, leurs terres, parce que ce sont des éleveurs, allait être envahi par les eaux parce que le gouvernement namibien voulait faire un barrage. Et on avait fait beaucoup de choses impliquées pour que justement ça n'ait pas lieu. Et ces gens-là, on a un peu regardé leur mode de vie puisqu'on a passé du temps avec eux, on a sur place, baptisé avec un berger jeune. Alors il nous a expliqué plein de trucs. Alors ils sont vraiment au fait des plantes dans le milieu dans lequel ils vivent, quoi. Hein. Pour eux, voilà, pour nous, il n'y a rien. Pour eux, c'est un supermarché. Et alors, ils ont des poudres alors, pour éloigner les crocodiles, pour aller se baigner tranquille. Ils ont des trucs, pareil, ils sortent une poudre si vous saignez, ça s'arrête immédiatement. Ils sont de très bons éleveurs. Leur bétail, pareil, ils connaissent beaucoup de plantes, donc ils vont donner des choses, des coctions, faire boire des mélanges d'herbes, et donc ils ont le bétail qui est plus fort, plus gros que les autres. Et la peau des femmes est recouverte de beurre et de terre argileuse pour se protéger du soleil et en même temps donner une plus jolie peau. Donc en fait, elles sont toujours couvertes de ça pour se protéger du soleil, les cheveux compris. Mais c'est pas laid, hein. C'est juste ça interpelle parce que bon, leurs vêtements, c'est pas les t-shirts qui sortent du supermarché, hein, c'est des peaux, des tissus cousus par eux. Et bon, il faut savoir que là-bas, bon, ils sont pas, voilà, pour eux, c'est pour les gens, pour les autres, c'est des clochards, quoi. Et donc c'est fascinant, émouvant, et on a envie de rester, voilà. C'est quelque chose qui, on s'attache avec des gens comme ça. Et nous, alors on continue, et puis on va vraiment à la frontière angolaise, et on se baigne dans la rivière, à tour de rôle, hein, parce qu'on surveillait s'il n'y avait pas des crocodiles. On jette des cailloux, on regarde en hauteur pour voir comme ça, par transparence, s'il y en a pas un. Et parce que le crocodile, ça dort, mais ça va vite. Hein. C'est immobile la plupart du temps, mais quand ça se met à cavaler, ça sort de l'eau, ça vous rattrape. Hein. Donc voilà, on ne peut pas dire non, non, mais c'est bon, je sortirai de l'eau. Et... Non, non, ça cavale à une vitesse phénoménale. Hein. Et en plus, ça peut passer, quand c'est au repos, ça une pulsation, un battement de cœur par minute. Voilà, un battement, je répète, un battement de cœur par minute. Et d'un seul coup, ça monte à je sais pas combien, à plus de 100 sur l'attaque, quoi. Donc c'est des animaux vraiment spéciaux. Alors là, ils sont pas aussi gros que ceux du Nil, mais enfin, ils sont quand même de grosseur sympathique, quoi. Après, ils sont plutôt attirés, parce qu'ils savent les heures de boisson des fauves. Alors c'est plutôt le soir, quand les animaux vont manger, enfin pardon, quand les animaux vont boire, ils seraient plutôt là. Ouais, j'ai dit les fauves, non, ce sont les herbivores qui attendent. Ils n'attaquent pas les fauves. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, quelquefois, il y a eu quelques vidéos que l'on a vues, les fauves attaqués. Mais enfin, c'est assez rare. Je sais pas si c'est le fauve qui se méfie plus et qui est plus attentif, qui voit mieux, ou est-ce que c'est le crocodile qui se dit que c'est peut-être plus dangereux. Moi, voilà.
à voir. Mais c'est arrivé quelquefois, mais très rare. Il y a une hiérarchie dans les animaux, donc ça sera l'objet de notre reportage lorsque nous étions passés au Botswana. Il y a une hiérarchie pour boire, c'est chacun leur tour. Voilà. La hiérarchie, c'est celle du plus fort. C'est l'un qui teste, qui veut pas comprendre, il s'expose à une réponse très active. Donc on se produit là le soir et on s'achemine vers la tente, on passe une nuit, déjeuner sur le pouce. Et au redépart, on redescend en direction du sud, on s'extirpe de la zone des Imba. La route est relativement bonne, mais un collègue ne voit pas le panneau radier. Le radier, c'est un franchissement de pont de rivière, mais il n'y a pas de pont. Voilà. Donc vous descendez dans le lit de la rivière. Et le collègue, il n'a pas vu le panneau, donc on est rentré plein gaz et la voiture a décollé. Enfin, elle a continué sur son air. Ça fait un peu comme un dessin animé, c'est-à-dire que les 4 roues sont retrouvées dans le vide, puis on a regardé dessous, et puis là la voiture est tombée. Voilà. Quand elle est tombée, à l'intérieur, ça s'amortit pas vraiment. C'est-à-dire que vous rebondissez, tapez le pavillon du toit. Encore une fois, toutes les vertèbres se mettent à hurler, plus la douleur sur le crâne. Mais c'est encore ça serait presque bien, quoi. Mais quand on s'arrête pour constater les dégâts à l'intérieur, c'est un peu comme si vous preniez une boîte de sucre et puis que vous l'agitiez, vous la secouez bien, et puis après vous ouvrez pour regarder le résultat. Voilà. Donc vous allez voir que les morceaux de sucre, ils sont pas bien rangés, quoi. Mais là, c'était parein. Donc la bouffe s'était ouverte, des trucs qui avaient coulé, voilà, la confiture s'était mélangée, c'était le merdier. Et on a pris sur nous, puis on a nettoyé, rangé, reclassé, puis nous sommes repartis. Un peu plus loin, c'était l'après-midi, dans une montée, on croise un Allemand en vélo et qui était désespéré. Il avait appris dans le parc, on a reçu un télégramme ou je sais pas où il avait contacté sa famille. Il avait appris la mort de sa grand-mère et il voulait retourner absolument pour être à l'enterrement. Il était très touché, donc on l'a pris dans notre voiture. Mais bon, à l'arrière, il n'y avait pas trop il fallait rentrer le VTT. Nous, on n'avait pas juste 2 places devant. Et donc, bon, il s'est mis comme il pouvait. Il a pu essayer de rouler un peu moins fort. Et on espère que ça lui a permis de prendre son avion et d'arriver pour l'enterrement à temps. Mais bon, ça. Après, nous, on continue, on descend sur le sud et on passe une partie désertique et on rencontre, ça y est, on voit pour la première fois la fameuse plante la plus vieille du monde qui s'appelle la Welwitschia. Bon, excusez-moi la prononciation, mais donc une plante on dit que c'est un arbre, mais enfin, elle ressemble plutôt à une espèce d'aloe vera avec des feuilles très dures. Et en fait, c'est le tronc et ça court sur le sol. Je suppose que c'est parce qu'il y a un manque d'hydratation et que ça climate comme ça. Puis après, on continue sur la côte atlantique. On touche enfin ce fameux courant du Bengala avec ses eaux froides pour voir une colonie de phoques. Quand on arrive, on ne les voit pas tout de suite. On les entend et puis après on les sent. C'est une odeur pestilentielle. Et alors ils sont vraiment les uns sur les autres. Et chacun crie parce que en fait je comprends pas le phoque, mais c'est ouais, tu t'es mis à ma place, pousse-toi, je t'enfile une, je te mords. Mais si tu me mords trop fort, moi je te remords encore plus fort. La femelle appelle les petits, elle les retrouve pas. Le petit appelle sa mère, mais il la voit pas. Mais bon, c'est une cacophonie impressionnante. Et puis après, bon, ils se foutent à la bagne pour aller pêcher. Puis là, bon, ils attendent des orques qui font le petit déjeuner, quoi, avec eux. Donc moi, fait bon, c'est à voir, quand même, c'est à voir. Et puis après, bon, on continue, on descend, et puis on appelle ça la Skeleton Coast. On est parti un petit peu à la limite du Kaokoland. Ce que l'on devait faire après, on traversait, parce que c'est le dernier endroit où il y a des éléphants blancs, couleur toute blanche. Mais bon, c'est un truc à faire exprès, ça. Hein. C'est trop compliqué à mettre en même temps, ou alors il faut disposer d'à peu près 2 mois devant soi à mettre en place. Parce que bon, là, il faut vraiment louer des 4x4, guides, etc. Bon, c'est une expédition, hein, ça se prépare, donc voilà, ça ne fait pas comme ça. Donc on continue, on descend, et la Skeleton Coast a la particularité d'avoir un nombre incalculable de navires échoués sur le sable. C'est toujours assez brumeux, parce que bon, il y a ce choc thermique du désert avec l'océan très froid. Et puis on arrive à une ville qui s'appelle Swakopmund, et qui est une ville allemande. Et donc toute l'architecture est une ville, on se croirait un petit peu en Bavière. Ce sont des édifices qui ont
un siècle à peu près. Donc voilà, bon, ça change avec l'architecture moderne de Windhoek que l'on peut voir ailleurs aussi. Voilà, donc c'est assez cocasse de voir ce type d'architecture dans cet endroit. Donc voilà, une nuit passée là-bas sur Swakopmund et je demande quand est-ce qu'est le départ pour la date, parce que bon, j'avais mon billet dans la sacoche, la valise était fermée à clé, bon, et je dis, collègue, bon, dis-moi le jour du départ, puisque comme on a pris les billets ensemble, dans la même agence, en disant les dates, tout ça, bon, on est partis ensemble, le même jour de départ, donc lui avec son billet, il a forcément la date de retour avec l'heure de l'avion, et donc il me dit, bon, ben c'est le 12. Bon, mais à quelle heure? Ouais, ben, c'est à midi, le vol pour aller sur Johannesburg, le vol Windhoek-Johannesburg, et Johannesburg, retour sur la France. Et donc, ok, bon, on se prépare, on commence à regarder l'argent qui nous reste, comment changer, les préparatifs qui se doivent être faits la veille ou l'avant-veille d'un départ. Et le jour J, on passe une nuit de plus dans un guest house assez sympa à Windhoek, et le lendemain, on se dirige vers l'aéroport. Je sors mon billet, mon collègue aussi, on le file au contrôle, et le mec, là, au bureau, me dit, ah, mais attendez, vous pouvez pas partir. Vous, votre avion, c'est demain. Je dis, comment c'est demain? Et on a pris nos billets ensemble. Alors, en fait, l'agence s'était trompée. Elle s'était trompée en délivrant les billets. Elle avait pas fait attention. Elle avait fait un billet l'un après l'autre. Bon. Et moi, j'avais pas vérifié la date de retour, puisque dans ma tête, j'avais dit, j'ai pas vérifié sur le billet. Dans ma tête, j'avais dit, bon, voilà, c'est telle date, voilà. Et puis, j'avais le billet du collègue sous les yeux, bon, voilà. Et maintenant, c'est vrai que je vérifie tout le temps, mais en fait, voilà, il y a 2 fois, j'ai pas vérifié les billets, et ça a été les 2 fois où il y a eu un problème. Donc, le type, il dit, non, vous, c'est pas possible, etc., etc. Bon, comme on doit prendre cet avion parce que j'ai un rendez-vous urgent le lendemain de l'arrivée, que je peux pas remettre, parce qu'on peut pas le contacter, pour rien faire. Quand c'est comme ça, qu'on est coincé, eh ben, on sort la boîte à billets et on dit au type, trouve-moi une solution. Donc, il voit le billet et il barre froidement un don. Alors, je sais pas comment il se débrouille, peut-être qu'il a surclassé, j'en sais rien. Bon, bref. Et il refait les dates. Voilà. Et je peux embarquer. Voilà comment ça se déroule. Et puis, donc, attente facile, retour facile. Voilà, c'était la seule, on va dire, la seule anicroche logistique dans le parcours, parce que bon, d'habitude, il y a toujours beaucoup de soucis. Là, non. Voilà, c'était le seul truc. Voilà. Voyage parfait, on va dire. Tout a été cadré, tout a été réalisé, et c'est un pays fabuleux. Vraiment, j'invite beaucoup de personnes à aller voir comment ça se passe, parce qu'il n'y a pratiquement pas de maladie, vu que c'est un endroit très sain au niveau bactéries, et puis au niveau organisation, voilà, ça, il n'y a pas d'à peu près. Bon, franchement, c'est quelque chose à... C'est un pays... Alors, il y a moins de chaleur humaine dans le côté Windhoek, tout ça, bon, on sent que c'est allemand, mais après, bon, le nord, proche de l'Angola, plus en Afrique, ça change, et c'est pas mal. Et puis, il y a aussi, vous pouvez aussi rencontrer les fameux Bushmen, ils sont plutôt sur l'est du pays. C'est aussi une autre aventure, quelque part. Voilà. Donc, la Namibie, très, très, très sympa. Bon, suite au prochain numéro et au prochain